Bonjour, je vous remercie d'être d'être aussi nombreux pour cet Ekimeeting et puis pour ma conférence d'introduction. Je vais essayer d'être le plus court possible compte tenu voilà, du programme chargé qui nous attend. Voilà, donc je me présente rapidement. Moi, je suis sociologue. Je m'intéresse en tant que sociologue aux évolutions du rapport à l'animal. Voilà. Ça m'a amené à m'intéresser effectivement à des terrains variés comme les parcs zoologiques, les refuges de protection animale, et dans le cadre de ma thèse, aux pratiques de soins par le contact animalier, donc les pratiques qui nous rassemblent aujourd'hui sous le terme médiation équine et donc plus largement médiation animale. Donc c'est de cette thèse dont je vais un petit peu vous parler euh, dans cette, euh, dans cette communication. Voilà. Euh, alors, est-ce que j'ai la main? Voilà. Donc cette thèse donc, qui est parue, qui a été publiée en 2014 sous le titre Penser avec les animaux, sociologie du soin par le contact animalier. Pour vous en dire deux mots, il faut comprendre effectivement que ma question de recherche, que je poursuis toujours, c'est de comprendre effectivement comment on s'y prend pour renouveler les rôles qu'on donne à certains animaux. Voilà. Comment certains acteurs, certains groupes d'acteurs, des personnes essayent de rendre légitimes des nouvelles manières de se comporter et de se représenter les animaux. Et cette question de recherche, j'ai essayé justement de la mettre au cœur de mon travail de thèse, voilà, ce qui portait justement sur les pratiques de soins par le contact animalier, avec une hypothèse qui était faite, qui était que finalement, derrière les pratiques de médiation animale, équithérapie, zoothérapie, enfin, thérapie assistée par animal, il était question en fait aussi, quelque part, de montrer que des relations bienveillantes aux animaux, voilà, parce qu'effectivement c'est ça dont il est question dans ces pratiques-là, et des rapports dans lesquels on considère que les animaux aussi sont pas uniquement des exemplaires de leur espèce, mais des individus singuliers avec une histoire, avec des humeurs, des caractéristiques qui leur sont propres, voilà, donc des rapports personnifiés aux animaux, montrer que ce type de relation-là, bienveillante et personnifiée aux animaux, pouvait avoir un effet positif et durable sur la santé humaine. Euh, et montrer donc que ces relations-là ont ces effets-là, c'était une manière, quelque part, de rendre légitime, plus légitime qu'elles ne le sont actuellement, ce type de rapport aux animaux qui n'est pas tout à fait consensuel, qui n'est pas encore tout à fait consensuel. Chacun s'en rendra compte. Deux mots de l'enquête que j'ai menée. J'ai fait trois types de recherches qui constituent en gros les trois parties de ma thèse et les trois parties du livre. Euh, une enquête sur en gros un état des lieux historique des savoirs scientifiques sur les interactions avec l'animal à but thérapeutique. Voilà, une grosse enquête bibliographique, bibliométrique. Voilà. J'en parlerai. Dans une deuxième partie, j'ai justement essayé d'écrire les réseaux de financement, les acteurs qui ont promu ces pratiques et qui ont essayé justement de les professionnaliser. Voilà, donc à la fois dans une dimension historique et puis avec une comparaison internationale. Et une troisième partie dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui est une partie ethnographique où j'ai observé plusieurs types de pratiques de médiation animale pour comprendre justement comment ce type de rapport aux animaux était mobilisé pour atteindre les objectifs thérapeutiques. Voilà. Donc, j'aborderai ici plutôt l'émergence historique des pratiques et des savoirs. Donc, juste pour vous donner un aperçu du recul historique, on parle de quelle période? On parle de la période à partir du milieu du XXe siècle jusqu'à 2011, qui est la date où j'ai soutenu ma thèse. Voilà, donc c'est à peu près la vision que j'ai sur l'histoire du soin par le contact animalier, ce qui fait qu'elle est très, voilà, c'est un panorama qui est vu de très loin, donc il y a forcément quelques raccourcis et quelques approximations, et je vous demande de me pardonner par avance. Donc effectivement, je parle de quoi? Je parle de ce qui s'est passé en France et aussi dans l'Europe de l'Ouest et en particulier dans le monde et aussi dans le monde anglo-américain. Voilà.
je fais souvent des comparaisons France et États-Unis. Je me suis focalisé sur deux univers particuliers qui s'articulent autour de deux espèces, les chiens et les chevaux, qui sont les deux espèces qu'on retrouve majoritairement en médiation animale. Donc je vais un peu vous parler de chiens justement dans la première partie, voilà. Et avec ce recul historique, avec ce que j'ai amassé comme données, c'est vrai que j'ai pu faire un constat qui est que finalement, depuis le départ, depuis l'émergence, la toute petite émergence de ces pratiques de soins par le contact animalier, il y a quelque chose qui revient très constamment. Euh, c'est cette aspiration à la constitution d'une profession. Voilà. Alors, profession entendue au sens de possibilité de définir sa pratique de manière relativement autonome, voilà, de dire bah voilà, j'ai une pratique distincte, voilà, quelle en est la philosophie, quelle est la manière de la pratiquer, quels sont les savoirs derrière, et puis aussi possibilité de pouvoir vivre concrètement, matériellement de cette pratique-là. Donc cette aspiration, c'est vrai qu'elle est documentée depuis les années 50-60. Elle revient souvent dans les littératures scientifiques et dans la littérature professionnelle. Et elle est régulièrement contrariée. En tout cas, on peut se demander si elle a vraiment à un moment donné été euh, réalisée. Voilà. Mais je pense que je ne suis pas tout à fait sûr que ça a été le cas. Donc l'objectif de la présentation, ça va être de vous décrire deux formes de ce qu'on pourrait appeler de la stratégie de professionnalisation du soin par le contact animalier, puis d'en tirer quelques modestes leçons. Alors, donc, un truc en deux temps. Premier temps, ça va être effectivement ce que j'ai appelé la stratégie du pari de la science. Prouver d'abord les effets bénéfiques pour ensuite pratiquer. Donc, avec un petit point d'interrogation à la fin. Voilà, est-ce que c'est possible? Et deuxième stratégie, ce que j'ai appelé la thérapie au thérapeute, qui, elle, tend plutôt à respecter les souverainetés professionnelles en place dans le milieu médical. Alors, le pari de la science, donc cette première partie, elle repose vraiment sur l'analyse en fait de la littérature scientifique sur les interactions avec l'animal à but thérapeutique. Voilà. Donc là, je vous ai mis un graphique qui reprend l'évolution de la production, enfin, les références par année qu'on a collectées, voilà, présentées par année. Donc effectivement, on voit qu'à partir des années 60 et jusqu'au milieu, au début des années 80, il y a assez peu de travaux et qu'il y a une sorte d'explosion dans les années 80. C'est le sens de ce de ce cercle, voilà, qui pointe cette période-là. On y reviendra. Mais avant, effectivement, cette période d'explosion, on avait des premières recherches qui étaient très psycho, hein, qui montraient l'effet bénéfique de certains animaux, en particulier des chiens, sur le psychisme des humains. Voilà. On était plutôt sur des recherches cliniques qui s'appuyaient sur assez peu de cas, finalement, et qui étaient inclus dans des objectifs plutôt psychothérapeutiques et des objectifs de soins. Donc on était sur des recherches qui étaient aussi des pratiques. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Donc le premier truc, c'est que recherche et pratique se sont développées à peu près en même temps. Donc ça, je trouve que c'est un fait notable qui est intéressant euh, et qui vient du coup colorer d'une manière un peu différente ce pari de la science qui tend à dire non, d'abord la recherche, ensuite la pratique. En fait, empiriquement, enfin pratiquement, les deux se sont développés en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin des années 70 Qu'est-ce qui se passe qui va générer cette explosion de littérature sur la question? Ben, il y a des nouvelles recherches qui émergent, qui sont plus orientées physio, c'est-à-dire qu'on s'intéresse moins aux effets psychiques, aux effets des animaux sur le psychisme, que de leur effet sur le fonctionnement du corps. Et je pense notamment aux recherches qui ont montré un lien positif entre la possession d'animaux de compagnie et la santé cardiovasculaire. Donc ces recherches, elles sont beaucoup reprises, on montre effectivement qu'il y a un effet voilà, positif, préventif du fait d'avoir un chien ou un chat et voilà, d'avoir un bon cœur pour aller vite. Et ces recherches, en fait, elles rompent très clairement avec le modèle de science qui était en vigueur jusqu'ici
dans ce domaine-là, en disant, bon, il faut plus de recherche, déjà, il n'y a pas assez de recherche, et plus de rigueur scientifique. Sous-entendu que les recherches psychothérapeutiques qui s'intéressaient à quelques cas explorés en profondeur, sous un angle très, très clinique, ne valaient pas grand-chose. Voilà. Et donc ces recherches-là, ces nouvelles recherches, elles vont inaugurer un peu la rhétorique de la professionnalisation par la science, c'est-à-dire que si on veut que la pratique de soins par le contact animalier se développe, il faut d'abord prouver ses résultats positifs. Et je crois qu'en 2020, ce discours-là, on l'entend encore beaucoup. Donc sachez qu'il n'est pas récent. Qu'il n'est pas récent du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une rhétorique qui associe très clairement professionnalisation et généralisation des résultats. Donc, généralisation, ça veut dire faire des études sur des populations très larges, sur un panel de pathologies le plus large possible, et utilisant aussi un panel d'espèces le plus varié possible. Ce qui se joue ici, c'est effectivement l'attachement, enfin en tout cas l'attachement en fait de ces scientifiques à un modèle de science particulier qui est celui de la médecine de la preuve, l'evidence-based medicine, qui dans ces années-là devient très clairement le modèle dominant dans le monde médical. Très clairement, et c'est celui qui est encore appliqué aujourd'hui pour les recherches pharmacologiques, c'est ce modèle de l'essai clinique en double aveugle. Voilà. L'essai clinique randomisé en double aveugle. Et donc, ces nouvelles recherches nous disent il faut que le contact à l'animal, s'il veut justement prétendre au statut de thérapie, si on veut parler avec des médecins, si on veut convaincre avec des médecins, il faut que le contact avec l'animal fasse ses preuves par rapport à d'autres traitements, voilà, les thérapies de groupe, les activités pédagogiques diverses, mais surtout les traitements pharmacologiques, parce que c'est un petit peu, c'est vraiment le standard à partir duquel on va pouvoir dire que la pratique fonctionne. Donc, on associe très clairement la légitimité scientifique sur le modèle biomédical, il faut adopter ce type de recherche, à la légitimité professionnelle. Et donc, je souligne juste qu'en fait, cette rhétorique-là, elle s'accompagne vraiment très peu de justification. C'est-à-dire qu'on considère que finalement, tout ce qui ne relève pas du modèle de la médecine de la preuve, c'est pas de la science, c'est de l'anecdotique, c'est des belles histoires. Du coup, je reprends les propos qui ont déjà été prononcés. Et sous-entendu, ça n'a même pas à être discuté. Alors qu'en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est le passage en fait d'une forme de science particulière, d'une tradition plutôt clinique, à une tradition qui donne plus de place en fait aux essais cliniques randomisés, à la statistique, à l'épidémiologie, etc. Donc c'est un passage d'un modèle de science à une autre, et pas forcément le passage de science à non-science, ou de non-science à science. Donc très clairement, on adopte ce modèle-là, et puis on met à distance vraiment les approches psychothérapeutiques et cliniques qui prédominaient avant, et qui mettaient, elles, plutôt en avant la singularité des patients, la singularité alors un peu moins des animaux, mais la singularité de la relation de soins, etc. Donc on va effectivement utiliser des modèles très généralisants pour évaluer ou pour donner du crédit à une pratique qui valorise la singularité. Alors, j'essaye de passer, voilà, non, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc on peut se demander effectivement pourquoi ça a fonctionné en fait cette rhétorique-là. Comme je viens de vous dire, on a l'impression qu'il s'agit de donner du crédit à des pratiques en utilisant un modèle qui tend à les discréditer. Eh ben, c'est sans doute une explication sociologique qu'il faut mobiliser ici, euh, puisque dans ces années du milieu des années 70, pardon, je reviens voilà, il y a tout un groupe d'acteurs qui commencent à s'intéresser fortement aux recherches sur les interactions avec l'animal à but thérapeutique. Donc c'est la communauté que j'ai appelée Human Animal Interactions. Alors qui sont ces gens? Ben, c'est des acteurs
assez puissants, des groupes professionnels assez puissants, en l'occurrence les vétérinaires pour animaux de compagnie, les industriels pour l'alimentation, de l'alimentation pour animaux de compagnie, donc les marchands de croquettes, et les associations de protection animale. Donc des gens qui sont plus ou moins tous en lien avec l'univers du chien et l'univers du chien de compagnie en particulier. Et très clairement, pour eux, y a un objectif qui est voilà, de dire si on arrive à prouver scientifiquement que avoir un chien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la société, de fait, voilà, je le fais un petit peu caricaturalement, mais nos marchés sont assurés. Là encore, je le fais, c'est très caricatural, on pourra revenir dessus, mais c'est quand même un petit peu l'idée, quoi. Il s'agit d'objectiver les bénéfices de cette relation aux animaux de compagnie, voilà, une relation là aussi bienveillante et personnifiée, et aussi d'objectiver le fait que bien traiter les animaux, ça peut avoir un impact positif sur les humains. Et très clairement, ces acteurs-là, ils vont impulser la création d'organismes chargés de soutenir la recherche sur les interactions avec l'animal à but thérapeutique, de diffuser les résultats au grand public et de fédérer les praticiens. Alors ces organismes, vous les connaissez peut-être un peu. En France, ça a été l'AFIRAC, l'Association française d'information et de recherche sur l'animal de compagnie, qui n'existe plus, mais qui a été impulsé à la fin des années 70. Ça a été Ethologia en Belgique, qui existe encore. L'IEMT en Suisse aussi. Bref, des organismes qui sont financés assez directement par des multinationales comme Mars ou comme Nestlé, et qui ont pour mission vraiment de fédérer des praticiens, mais aussi et surtout d'encourager la diffusion des résultats qui montrent que le soin par le contact animalier fonctionne. Et, donc cette petite communauté, elle existe encore. Hein. Vous voyez, je vous ai mis une photo datant de 2007 où justement le président de l'International Association of Human Animal Interaction Organizations, très dur à dire, remet à un représentant de Mars une récompense au titre de l'engagement précoce de la multinationale qui détient les marques de Royal Canin notamment, dans le soutien à ce domaine très particulier qui est l'étude des interactions avec l'animal et en particulier les effets positifs de l'interaction avec l'animal. Donc pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que un de ces organismes, la Delta Society, publie en 96 les premiers standards généraux, les premiers guides généralistes à destination de tous les praticiens. Ça, c'est assez intéressant. Practice for Animal Assisted Activities et Animal Assisted Therapy, qui a vocation à s'appliquer à tout type de pratique et à tout type d'espèce, alors qu'il vient très clairement, comme je viens de vous le montrer, du monde du chien de compagnie. Et pourtant, ça ne pose pas de problème, visiblement, de dire que les conseils qui sont prodigués dans ce guide-là sont applicables même à des pratiques qui engagent les chevaux. Donc ça, c'est un truc sur lequel je reviendrai. Donc, zut, j'arrive pas à passer ma diapo, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Voilà, je pense que c'est ça. Donc en fait, on peut dire que effectivement, cette première stratégie, le pari de la science, euh, il est légitime d'en faire le bilan, puisqu'elle a produit quand même beaucoup de recherches. Voilà. Donc, on peut dire qu'elle a plus profité finalement aux chercheurs qui ont fait carrière autour de cet objet-là, et qui, en général, nourrissent le besoin de recherche en terminant leurs articles en disant More research is needed. Donc, donnez-moi du boulot. Voilà. Donc, des carrières de chercheurs, voilà. La professionnalisation des chercheurs sur cette question-là, elle a été plutôt favorable. Pourtant, on remarque que pour les praticiens, on est toujours dans une situation incertaine et qu'on leur demande toujours des preuves d'efficacité. Donc, ça reste quelque chose d'assez notable. Donc il y a toujours une difficulté, je pense, pour les praticiens de s'approprier ces savoirs qui sont assez, parfois assez en décalage vis-à-vis de leur pratique.
Ce qui est pas étonnant parce qu'en fait, ce sont des savoirs qui sont censés donner de la légitimité. C'est pas des savoirs qui sont censés donner des trucs et astuces ou des, voilà, des aides opératoires pour faire mieux de la médiation animale et en particulier la médiation équine. Donc un décrochage entre des savoirs qui sont censés apporter de la légitimité et qui ne l'apportent pas vraiment, et des pratiques qui seraient peut-être demandeuses à la fois de légitimité et puis de quelques idées d'amélioration des pratiques. Voilà, donc effectivement, est-ce qu'on peut évaluer la relation à l'animal comme on évalue la réaction à une molécule? Ça reste une grande question. Et donc, on peut par contre faire le bilan en disant que le pari de la science, lui, il profite surtout alors aux chercheurs, je l'ai dit, mais aussi aux acteurs de cette communauté HAI dont j'ai parlé. En termes d'image, la médiation animale a une très très bonne image, comme le relève un sondage de la Fondation Sommer. C'est une très bonne image de la médiation animale, alors qu'en fait, le même sondage dit que la pratique est très très peu connue. En fait. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. On y reviendra peut-être. Alors, la deuxième stratégie de professionnalisation. Je vais essayer d'aller vite, Laetitia, il n'y a pas de souci. Je suis pas sûr d'arriver à ne pas dépasser. C'est celle que j'ai appelée la thérapie au thérapeute. Parce que vous l'avez compris, en fait, ce qui était en jeu dans ce pari de la science, c'était aussi de faire en sorte que les professionnels puissent mobiliser le terme thérapeutique, le terme thérapie. Voilà. Et ça fait beaucoup débat et ça fait encore débat aujourd'hui, même si le terme médiation animale a quand même réglé pas mal de problèmes. Mais très clairement, euh, voilà, quand même dans la logique de prouver d'abord, pratiquer ensuite, il était question effectivement de pouvoir euh, de pouvoir remettre le label thérapeutique entre les mains de praticiens. Des praticiens qui ont commencé à pratiquer en parlant de pet thérapie, de pet psychothérapie, alors même qu'effectivement il y avait peu de signes de reconnaissance scientifique, biomédicale de ces recherches-là. Et donc il y a eu voyez, un mouvement effectivement assez voilà, de critique, on va dire, de cette utilisation non réglementée du terme thérapie. Et donc ça, on peut s'en rendre compte à travers en fait l'évolution des terminologies utilisées dans la littérature anglophone. Voilà, donc je vais commenter trois mouvements qui disent pas mal de choses en fait de cette dynamique de professionnalisation. Donc la première évolution qu'on voit sur cette terminologie organisée chronologiquement, c'est le passage de 2 à 3 termes. C'est-à-dire qu'au début, on parle de PET thérapie, et puis très vite, on parle de PET facilitated ou assisted therapy. Quoi. Donc ce passage de 2 à 3 termes, il a quelle vocation il a vocation d'une part à dire, à ne pas laisser penser que c'est l'animal qui est le thérapeute, très clairement, voilà, et donc à dire conjointement euh, il faut qu'il y ait des praticiens qui mettent en relation l'animal et le patient. Donc, à travers cette évolution de la terminologie, on a vraiment accès à l'entrée dans la dynamique de professionnalisation. Voilà. Très clairement, il faut une terminologie qui laisse une place aux praticiens. Voilà. Donc, c'est voilà, le premier acte de professionnalisation, ça passe aussi par les termes. Donc, le deuxième, le deuxième mouvement qu'on peut observer, si toutefois ma diapo veut bien suivre, c'est le passage de pet à animal. Donc ça, je vais aller vite un peu là-dessus, mais c'est vrai que même si du coup le monde de l'animal de compagnie est très très présent et très moteur un peu dans les premiers travaux sur la médiation animale pour aller vite, euh, il a intérêt aussi à se détacher d'une image encombrante qui est celle de l'animal de compagnie. Voilà. Je reviendrai peut-être là-dessus dans les questions, mais il y a une vraie envie de ne plus utiliser pet qu'on ne trouve pas sérieux, voilà, et de passer à animal. Alors, animal aussi, ça permet de généraliser. Ce mouvement de montée en généralité dont je vais parler tout à l'heure. Et ça permet aussi de dire, bah, regardez, ça ne concerne pas uniquement les chiens, ça concerne aussi ces pratiques qui existent déjà, qui sont les pratiques équines, qui existent depuis les années 50 aussi. Quoi. Voilà, donc il y a un enjeu de la part
de cette communauté HAI dont je parlais tout à l'heure, de fédérer des pratiques existantes, en particulier les pratiques équines. Et troisième mouvement, donc c'est cette arrivée en fait en 1996 avec la publication des standards de la Delta Society, de la distinction entre AAT et AAA, les Animal Assisted Therapy et Animal Assisted Activity, le fait qu'on fasse une distinction entre thérapie et activité. Voilà. Donc là aussi, hein, c'est une manière de dire, ouais, attention, si vous n'êtes pas formé aux soins pour les humains, vous ne pouvez pas vous identifier comme thérapeute, vous ne pouvez pas dire que vous faites de la thérapie. Et c'est une manière aussi donc de respecter les souverainetés professionnelles, puisque beaucoup de praticiens du paramédical, donc des psychothérapeutes, des kinés, des psychomotriciens, quoi d'autre, des orthophonistes, voient d'un assez mauvais œil justement qu'on utilise le terme thérapie alors qu'on n'a pas les formations ad hoc et que leur profession sont également nouvellement reconnues comme des pratiques thérapeutiques. Donc c'est très clairement voilà l'exemple de ce que j'ai appelé la politique de la thérapie au thérapeute, hein, voilà, qui aujourd'hui me semble faire consensus et qui consiste finalement à dire que pour affirmer qu'on fait de la thérapie, il faut d'abord être reconnu comme un professionnel de l'accompagnement, du soin, professionnel médical, donc qui peut légitimement utiliser le terme de thérapie en y incluant le cheval, le chien. Voilà. Donc cette stratégie-là, elle est adoptée dans les années 90 dans le monde chien, mais elle est très clairement, elle a fait son apparition plus tôt dans le monde équin, puisque à travers la rééducation par l'équitation, la thérapie avec le cheval un peu plus tard et l'hypothérapie un peu plus loin, on va dire, on a déjà des pratiques qui sont quelque part sous tutelle, sous la tutelle, en tout cas qui s'affirment comme étant sous la tutelle de la kinésithérapie et ou de la psychomotricité, et qui affirment très clairement que le statut de thérapeute compte très fort dans la possibilité de parler de thérapie et la possibilité même de pratiquer. C'est ce qui fait vraiment la différence entre des activités avec le cheval et des thérapies avec le cheval. Donc on affirme vraiment la dimension adjonctive du contact animalier à travers cette stratégie-là. Donc c'est un outil supplémentaire, un corpus de pratiques de soins qui sont déjà approuvés, éprouvés, pardon, et déjà reconnus comme légitimes par le monde médical. Voilà. Donc c'est ce que j'entends par le terme thérapie au thérapeute qui semble faire consensus, mais de fait qui a une histoire. Et je trouve que c'est intéressant de regarder cette histoire à partir justement de l'exemple du monde équin, de ce qui s'est passé. Puisque quand on fait cette histoire-là, on voit très bien que la dynamique de professionnalisation du soin par le contact équin se caractérise par une mise à distance euh, plus ou moins forte, parfois forte, vis-à-vis de la culture équestre. Voilà, il s'agit d'affirmer qu'on ne fait pas de l'apprentissage de l'équitation, qu'on ne vise pas des progrès équestres dans ces pratiques-là, et qu'on est avant tout thérapeute. Voilà. Et ce positionnement en tant que thérapeute nous permet aussi de dire que finalement, si on ne monte pas sur le cheval, c'est pas très grave. Si on fait du travail à côté, c'est pas très grave. Voilà. Donc de dire finalement ce qu'on peut faire avec un cheval, c'est pas uniquement de la monte. Alors, je passe. Et pour illustrer un peu ça, j'ai fait ce tableau, voilà, qui reprend un petit peu une évolution chronologique des pratiques telles qu'elles apparaissent en France et aux États-Unis, voilà. Et c'est pour vous montrer que à chaque nouvelle pratique, depuis l'équitation adaptée jusqu'à l'équithérapie, on a effectivement une autre vision du cheval qui est défendue. Et que cette vision du cheval, euh, elle est, il est possible de la défendre parce que on se revendique comme étant thérapeute. Plus on va vers des pratiques qui s'affirment comme des thérapies, plus on a des visions du cheval qui sont affirmées. Alors, 2 minutes, Jérôme.
Ouais, je pense que je vais pouvoir y arriver. Euh, donc voilà, pour aller vite, effectivement, on a une équitation adaptée dans laquelle le cheval est une activité, est une monture, c'est ça qui est mis en avant. Avec la rééducation par l'équitation, l'activité reste, on est toujours sur de la monte, mais le corps prend un peu plus d'importance. L'attaque et l'hypothérapie, eux, elles plutôt affirment très clairement qu'il s'agit de travailler avec le corps du cheval, moins avec l'activité équestre, travailler aussi avec le psychisme du cheval. Et enfin, les pratiques les plus récentes, comme l'équithérapie ou l'équite facilitated psychothérapie, on est sur une affirmation du cheval comme un être qui a un psychisme, et que c'est avec ce psychisme-là aussi qu'on va travailler sur le psychisme des patients. Donc voilà, en fait, ce qui est intéressant d'intégrer, c'est que la dynamique de professionnalisation, elle ne répond pas uniquement à des besoins de professionnalisation. Aussi, la dynamique de professionnalisation peut être interprétée comme une forme de moyen de défendre une vision différente de l'animal et de son rapport aux humains. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer un peu dans ce tableau-là. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette possibilité de dire que le cheval est autre chose qu'une monture se traduit par aussi le fait que finalement, on change de monde professionnel. On passe du monde du sport et du loisir équestre au monde médical. Et ça permet de défendre une autre vision du cheval. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Finalement, ces deux formes de stratégie, on peut dire qu'il n'y en a vraiment aucune qui arrive à atteindre cet idéal de la profession autonome, voilà, qui se définit elle-même, voilà, qui définit elle-même ses cadres de la pratique et la subsistance de ses membres, mais au mieux qu'on a des changements de tutelle professionnelle. Voilà. Le pari de la science, il offre davantage à la professionnalisation des chercheurs qu'à celle des praticiens, voilà. Et on peut être aussi un peu sceptique par rapport à, à la dimension légitimation que ce pari propose, puisque régulièrement, la validation scientifique des bénéfices est demandée par des acteurs. Elle est toujours là, elle est toujours plus conséquente. Je pense qu'effectivement, elle est un petit peu déconnectée de l'exercice pratique. Il y a un problème aussi sur l'articulation entre ces deux stratégies, parce que euh, la stratégie de la thérapie au thérapeute, finalement, elle fonctionne très bien pour des pratiques paramédicales, voilà, qui sont vraiment orientées sur la prise en compte de la singularité de la relation de soins. Et quelque part, je pense qu'elles sont assez peu compatibles avec la médecine de la preuve qui est censée être le gold standard du pari de la science et donc de la légitimité. Mais par contre, on peut reconnaître à la deuxième stratégie le fait qu'elle offre davantage de marge de manœuvre sur la définition de la bonne relation à l'animal. Très clairement, l'exemple des chevaux montre bien ça. Mais il y a moins de marge, par contre, concernant la redéfinition de l'activité de soins en elle-même, vu qu'on est inféodé aux pratiques tutélaires, voilà, à la psychothérapie, l'orthophonie, la kiné, etc. Dernière diapo. Donc que faire? Voilà. Donc est-ce qu'il est question voilà de s'unifier? Ah zut, je suis revenu en arrière, pardon. Voilà. Est-ce que effectivement faire une filière généraliste de la médiation animale serait une bonne idée? Je ne sais pas. Euh, ça reste en débat, mais juste il faut quand même que vous notiez que je pense vraiment que le terme de médiation apparu en 2005 a quand même eu cet effet-là, de pouvoir parler de médiation animale, c'était quand même pas rien. Donc je pense quand même qu'il ne faut pas, en tout cas, s'il ne faut pas forcément chercher à faire une filière généraliste de la médiation animale, en tout cas, il ne faut pas s'interdire de comparer ce qui se fait dans le monde cheval avec ce qui se fait dans le monde chien. Voilà, très clairement, et c'est ce que j'ai essayé de vous proposer de manière un peu courte et forcément un peu caricaturale. Euh, et comparer aussi avec d'autres pratiques de soins, voilà, comment on s'y prend quand on fait de la musicothérapie, quand on fait de l'art-thérapie pour être reconnu de manière légitime par le monde médical. Et je terminerai là-dessus. Je pense par contre ce qui est important de faire, c'est de donner sa juste place à cette injonction qui est faite à prouver. Voilà.
je me demande très sincèrement qui en a le plus besoin. Est-ce que c'est les praticiens ou est-ce que c'est des acteurs qui cherchent à capitaliser sur la bonne image de la médiation animale? Et pour être tout à fait clair, moi j'ai rencontré pas mal de praticiens pendant ma thèse et après ma thèse, et j'ai rencontré aussi pas mal d'acteurs qui étaient intéressés par la médiation animale, et c'est plutôt les seconds qui avaient besoin de preuves scientifiques. Voilà. Donc, je vous remercie.